Si Pierre Ngolo est conséquent avec lui-même, il sait qu'il a mis la faillite de l'éducation nationale. Denis Sassou Nguesso lui-même l'a reconnu qu'il avait eu la volonté de détruire l'école au Congo. Il a dit. Le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. On a vu un certain Anatole Coliné Makosso, ministre de l'Enseignement, qui a mis dans sa poche une dotation de la Banque mondiale qui était pour la réhabilitation des écoles que le PCT avait détruit. On a vu la dernière élection d'un directeur de l'UNESCO. Mais l'UNESCO, c'est quoi? C'est la culture, c'est l'enseignement, c'est le savoir. Vous avez détruit le savoir au Congo pour avoir une autre culture, la culture d'exécution sommaire, la culture de viol, la culture de détournement de fonds, et vous voulez que la société se porte bien. Et je peux même dire, vous savez, si Denis Sassou Nguesso n'avait pas permis à ses enfants de, de piller le trésor public, de détruire les entreprises, s'il n'a pas permis à Jean-Jacques Bouya et consorts de, de détourner autant d'argent, s'il n'y a pas eu la disparition de, de l'argent destiné aux générations futures, Les il 14 aurait pu 000 milliards. il aurait pu construire des écoles, il aurait pu construire des entreprises, il aurait pu construire des centres de formation. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que ce que nous voyons là, ce qu'ils appellent les bébés noirs, les koulouna, c'est la conséquence de, de ne pas avoir construit ni l'école, ni les entreprises, ni les centres de formation. C'est donc l'échec direct de Denis Sassou Nguesso. Il ne faut pas la chercher ailleurs. Il ne faut pas la chercher ailleurs, cet échec-là. C'est lui. Je rappelle ici, pour ceux qui nous suivent, et les choses doivent être claires. Je répète, personne ne défend les bandits, les délinquants, les bébés noirs. C'est des criminels, c'est des bandits qui sèment la terreur, qui tuent, qui découpent, permettez le terme, leurs victimes. Et donc, ils sont condamnables à la proportionnelle, je répète, des actes posés. Cependant, ils doivent être arrêtés, présentés devant la justice, comme l'a rappelé d'ailleurs le président du Sénat, Pierre Ngolo. La justice les jugera, les condamnera. Le Congo a ratifié l'abolition de la peine de mort. Donc rien ne peut expliquer qu'on continue à exécuter froidement des Congolais en pleine rue en plus, devant parents et familles. C'est donc Denis Sassou Nguesso qui doit faire mettre fin aux exécutions sommaires de la jeunesse. Parce que ce n'est pas marqué sur le front de ces jeunes-là, Koulouna ou Bébé Noir. Parce que nous recevons aussi des rapports où des gens, des jeunes gens, qui ne font pas partie des Bébés Noirs, qui reviennent du travail, ont été abattus. Parfois menottés et abattus. Bonjour, monsieur Modeste Bougadia.
Bonjour, Monsieur Perrin. Merci, président du CDRC, le Cercle des démocrates et républicains du Congo. Encore mes remerciements de votre disponibilité. Toutes les fois qu'on a besoin de vous, vous êtes toujours là, vous répondez toujours présent. En tout cas, c'est un honneur pour nous. Alors, Modeste Boukadia, j'ai bien envie de vous poser la première question, celle de savoir comment se présente, si vous avez une idée, bien sûr, sur l'organigramme de l'armée congolaise. Comment se présente l'organigramme de l'armée congolaise? Qui répond de qui? Car avec le recul, il convient tout de même de comprendre qui est l'ordonnateur de l'opération en cours, c'est-à-dire zéro. Bébé Noir, son cadre légal. Et que vise-t-elle réellement, à quelques mois, bien entendu, il faut le signaler, de la prochaine élection présidentielle, bien que factice? Serge Boa agit-il de sa propre initiative? Pourquoi le président de l'Assemblée, Pierre Ngolo, demande donc au gouvernement congolais de s'approprier de cette lutte contre le grand banditisme en application stricte de la loi, dit-il? C'était à l'occasion de l'ouverture de la 7e session ordinaire budgétaire du 15 octobre dernier que je vous propose de suivre avant de répondre à la question suivante. Ce phénomène aussi choquant qu'intolérable ne pouvait être ni banalisé ni relativisé. Car il n'est pas seulement un problème de sécurité, il est révélateur d'un effondrement plus profond, celui du lien social, de l'autorité éducative et des structures de prévention. Il appelle donc une réponse globale, ferme mais juste, immédiate mais durable. Protéger les citoyens est le premier devoir de l'État, sur lequel nous n'avons cessé d'interpeller le gouvernement en même temps qu'avec rigueur, nous soulevions les questions d'électricité, d'eau, du coût de la vie, du transport, du paiement de pensions et autres, en saluant l'effort aujourd'hui entrepris qui vise à rétablir l'ordre, la quiétude des populations très intéressées. Le Sénat demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires afin de pérenniser le travail de sécurisation des uns des autres en faisant observer par tous les lois et règlements de la République. Voilà, Monsieur Boukadia, avec le recul, comme je disais tout à l'heure, et tenant compte du discours de Pierre Ngolo, quel commentaire pouvez-vous faire de l'opération de lutte contre le grand banditisme lancé par Serge Oboa? Et puis vous allez nous expliquer, si vous avez une idée là-dessus, de comment fonctionne l'organigramme de l'armée congolaise. Déjà, je voudrais vous remercier de me donner l'occasion de m'exprimer une fois de plus sur cette dérive Je vous en prie. avec les exécutions sommaires de jeunes gens qu'on appelle tantôt bébé noir ou Kuluna, parce que rien n'indique sur leur front que c'est marqué bébé noir, hein, ou c'est marqué Kuluna. Quand nous avons dénoncé cette dérive, beaucoup de gens nous ont condamnés. On pensait dire que on soutenait la criminalité de ces jeunes au Congo-Brazzaville. Mais nous disions que dans un État, puisque le Congo se montre à l'extérieur comme un État, comme une république, il y a des lois. Et donc, si on veut éliminer un gang composé de criminels, il faut respecter sa propre loi. Et aujourd'hui, je suis très heureux que M. Pierre Ngolo, président du Sénat de Denis Sassou Nguesso, ait rappelé que dans tout pays, notamment le Congo, doit
agir en respectant la loi, notamment quand il s'agit de la vie humaine. Mais pour bien comprendre cela, je pense que, comme on dit dans la culture populaire, on ne prend jamais le serpent au milieu. C'est-à-dire, quand vous voulez comprendre un problème, il faut aller à la racine. Moi, mon professeur euh, André Ombessa, en troisième au collège Ma Foi Virgile, me disait ceci, il faut bien étudier l'histoire. Et quand je suis arrivé en France, il y a fort longtemps, l'ancien Premier ministre Pierre Messmer me disait ceci, si vous voulez régler les problèmes de votre pays, il faut que vous saisissez bien votre histoire. Quand on connaît bien l'histoire du pays, alors on peut faire des propositions politiques qui vont dans le bon sens, dans le sens de régler les problèmes en vue de la stabilité du pays. Alors, quand la France a aidé Denis Sassou Nguesso à prendre le pouvoir, ce n'est pas au général d'armée des forces armées congolaises qu'ils ont remis le pouvoir. Ils ont remis le pouvoir au commandant en chef des FDU, des Forces démocratiques unies, FDP, Forces démocratiques patriotiques, c'est-à-dire une organisation paramilitaire. Et qui existe au Congo? Vous savez, c'est cette coalition-là qui a fait la guerre contre le président Lissouba pour faire le coup d'État. Ça s'appelait FDP, FDU, FDP. Et vous constaterez que dans cet organigramme-là, tous les officiers actuels font partie de cette organisation paramilitaire. Ça veut dire qu'en réalité, à l'issue du coup d'État du 5 juin 1997, quand Denis Sassou Nguesso a eu les clés du Congo, il n'a pas dissous cette organisation-là. Hein? Puisque la plupart, sinon la quasi-totalité des officiers actuels de ce qu'on appelle les forces armées congolaises sont issus des FDU, FDP, c'est-à-dire une organisation paramilitaire. Ça veut dire que ces officiers... Nous parler officiers-là... là d'une armée parallèle, c'est ça? C'est une armée parallèle. C'est la raison pour laquelle les officiers congolais n'ont aucune éthique d'une force armée. Ils ont l'éthique, ils obéissent à l'éthique qui a conquis le pouvoir. C'est pour ça qu'ils disent, c'est notre pouvoir. Parce qu'en fait, ce sont les FDU, FDP. C'est ce qui fait qu'ils ne s'occupent pas des problèmes du Congo, mais ils s'occupent de l'enrichissement des uns et des autres. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un détourne d'énormes sommes du trésor public, on ne le punit pas, on le met de côté. Et que l'ensemble de ces officiers, qui étaient à l'époque soit commandants, soit colonels ou lieutenants-colonels, tous ils sont devenus des généraux. J'avais rendu public cet organigramme depuis 1997. Si vous voulez, je vais vous le renvoyer. Ça veut dire que ces officiers-là n'ont pas l'éthique de défendre le territoire de la République du Congo, mais ils ont l'obligation de défendre le pouvoir des FDU, FDP. Or, ces officiers qui contrôlaient, qui quadrillaient le pays, ils avaient des éléments, ce qu'on appelle des écuries. Or, ces écuries étaient composées justement de ce qu'on appelle les bébés noirs ou les koulouna. Et donc, aujourd'hui, on ne comprend pas, surtout que Denis Sassou Nguesso lui-même, au fameux meeting de Talangay, avait demandé aux parents de lui donner des enfants pour la conservation du pouvoir. Alors aujourd'hui, y a-t-il eu une défiance
de ces jeunes vis-à-vis du pouvoir. C'est pour ça qu'on les tue en plein jour, en pleine nuit, devant la population, devant des jeunes gens, alors qu'on ne voit pas que ces exécutions extrajudiciaires entraînent euh, des, des réactions beaucoup plus tard sur les enfants qui, voyant ces violences gratuites, vont dire que la violence est une norme. Et donc 10-15 ans, ceux qui applaudissent aujourd'hui, ce sont ceux-là qui seront braqués demain. Ceux qui disent que c'est bien de tuer les gens comme ça, de manière extrajudiciaire, ce sont ceux-là que demain, ces enfants-là, qui voient que la violence est un acte tout à fait normal, quand ils vont prendre les armes, ils ne pourront plus se dire, mais qu'est-ce qui arrive? Et d'ailleurs, pendant que vous êtes en train de le dire, Monsieur Modeste Boukadia, ceux qui ont soutenu ou ceux qui continuent à soutenir cette opération, nous avons aussi lu sur la toile comment certains intellectuels congolais ont soutenu mordicus cette opération, parlant même, évoquant même la raison d'État, d'autres ont parlé de l'état d'urgence. Et là, ils ont été rattrapés par le discours de Pierre Ngolo, qui leur fait comprendre que finalement, ça ne devait pas se passer comme ça. Il faut appliquer la loi. Et maintenant, on se pose la question sur quelle base ces intellectuels tenaient ce genre d'arguments. Oui, mais moi je pense que, comme je l'ai déjà expliqué sur votre plateau ou ailleurs, que c'était des éléments de langage qui étaient convenus entre les bien-pensants intellectuels pour dire il faut préparer l'opinion publique que c'est par raison d'État qu'on va arriver à un état d'urgence. C'est pour cela. Mais je pense que le fait euh, que nous ayons condamné cela dès les premières dérives, ça a coupé l'herbe sous le pied. Et surtout que aujourd'hui, la communauté internationale euh, et les médias internationaux ont rendu cela public. Ça veut dire que, malheureusement, euh, je rappelle que la DGSP, c'est une organisation paramilitaire qui ne dépend pas directement du chef d'état-major et du ministre de la Défense, mais qui dépend directement de Denis Sassou Nguesso. Donc, tous les actes posés par la DGSP reposent sur la responsabilité directe de Denis Sassou Nguesso. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, en tant que chef d'État, même si c'est un chef d'État de fait, peut être exonéré. Mais Serge Oboa, le général Serge Oboa, lui, il ne va pas échapper aux poursuites. Hein? D'ailleurs, quand j'ai exposé, quand j'ai appelé les juristes congolais, nous avons des juristes congolais. Voilà un sujet qui mérite l'attention des juristes congolais avec une maîtrise du droit pénal international. Aucun juriste ne se manifeste. Alors, Moi, en c'est tant un que problème, politique, moi, c'est en tant vraiment que un problème. politique, j'assume le rôle qui est le mien, qui est d'être politique. Mais les juristes ne devraient pas faire la politique. Ils ont rasé les Les murs tous. juristes, les juristes devraient se saisir de ce sujet-là. Alors ça interroge. Est-ce que les juristes congolais sont-ils indépendants ou ils sont manipulés en souterrain? Parce que je ne comprends pas un sujet aussi grave que cela, qui met le Congo-Brazzaville dans une situation inédite de crimes contre l'humanité que l'on dénonce. Même l'Union européenne, par un message sur sa page Facebook, a rappelé le gouvernement congolais qu'il avait renoncé à la peine de mort. Mais ce que l'on voyait, c'était quoi? Donc, logiquement, là, les juristes congolais ont de la matière, ont de la matière pour faire entendre la, La raison, comme qui la dirait, raison.
Voilà. Hein. Alors, Monsieur Modeste Moukadia, évidemment, puisque nous parlons de ces bébés noirs, en fait, le grand banditisme, hein, il faut l'appeler comme ça, pour que tout le monde comprenne, puisque Pierre Ngolo reconnaît d'abord le phénomène hein, du grand banditisme, il a salué l'opération comme pour dire c'est tout normal, il y a le banditisme, il faut l'éradiquer, mais plus loin, et très vite d'ailleurs, il interpelle le gouvernement congolais, je l'ai dit tout à l'heure, de s'approprier de cette lutte contre le grand banditisme. Alors, il reconnaît que finalement ce phénomène n'est pas seulement sécuritaire, mais il émane aussi d'une situation beaucoup plus profonde, a-t-il déclaré, notamment l'effondrement du système éducatif, d'accord, et le lien social, il a parlé aussi du lien social, mais aussi de la structure de prévention qui, selon lui, ont failli. Et donc, il demande, comme je l'ai dit, au gouvernement de s'approprier de cette campagne de lutte contre le grand banditisme dans le respect strict de la loi. Alors, si les institutions reconnaissent que finalement ces jeunes ne sont que des victimes d'un système politique qui a failli, c'est comme ça que moi je comprends le discours de Pierre Ngolo, nous l'avons suivi tout à l'heure. Alors pourquoi sanctionner seulement ces jeunes et ne pas sanctionner évidemment ce système qui a failli? Parce que finalement, c'est l'État qui a failli. Voilà pourquoi on se retrouve avec ces jeunes délinquants. C'est ce que ça veut dire en d'autres termes. Oui, moi j'entends très bien. J'entends très bien le discours de M. Ngolo, de Pierre Ngolo. Je l'entends très bien. Il y a une hypocrisie quelque part. Hein, parce qu'il fait partie de ce système qui a failli. Hein. Je me suis déjà exprimé là-dessus. J'ai dit que lorsqu'on veut se débarrasser d'un gang, quel que soit le gang, on n'attrape pas les petits poissons. Quand on veut se débarrasser d'un gang, on s'attaque à ceux qui entretiennent, à ceux qui donnent les ordres aux exécutants. Au Congo, et Denis Sassou Nguesso lui-même avait reconnu depuis 1997 qu'il y avait des écuries. Si on reconnaît qu'il y a des écuries, ça veut dire qu'on connaît quels sont les responsables de ces écuries. Donc, si on veut neutraliser, on veut avoir zéro bébé noir, zéro Koulouna, c'est d'aller à la source, à la racine. La racine, ce sont ceux qui entretiennent ces écuries-là. Et ceux qui entretiennent ces écuries sont dans le gouvernement. Ceux qui entretiennent ces écuries sont dans l'armée congolaise. Ceux qui entretiennent ces écuries sont au Sénat. Ceux qui entretiennent ces écuries sont à l'Assemblée nationale. Ou ceux qui entretiennent ces écuries sont des ambassadeurs. Et pardon, Modeste Moukadia, pendant que vous le dites, évidemment, ceux qui entretiennent ces écuries sont en poste de responsabilité au Congo-Brazzaville, pour tout résumer. Ici, je vais vous proposer un extrait d'une vidéo avant de continuer. Il s'agit d'une vidéo dans laquelle on peut donc reconnaître l'ex-commandant du groupement de répression du banditisme, le capitaine, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le capitaine de police Manounou Romuald, alias Morgan. Lui-même aussi était un grand bandit, donc un chef de gang qui avait été condamné pour association de malfaiteurs, abus de fonction, arrestations arbitraires, extorsion de fonds. C'était en 2022 pour 7 ans de travaux forcés et une amende de 20 750 000 francs CFA. Mais le voilà libre en France. Suivez. Mon papa, mon commandant, mon commissaire. Je suis garde à vous, mon commissaire. Voilà, c'est un chef de gang qui avait été condamné. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit, hein, c'était l'affaire de Mère Alice, je crois que c'était à Poto-Poto, qui avait été braqué. Mais le voilà qui a été libéré. Et moi, ma question, il se retrouve en France librement, il circule comme il veut. C'est de chercher à savoir comment quelqu'un qui a été condamné à 7 ans de travaux forcés se retrouve libre comme ça et le gouvernement congolais ou la justice congolaise ne cherche même pas à collaborer avec Interpol
pour probablement l'arrêter ou émettre un mandat d'arrêt international. Ça veut dire que derrière, il y a une complicité. Et c'est comme vous le disiez tout à l'heure, où les chefs d'écurie sont à tous les niveaux de l'administration congolaise, malheureusement. C'est ce que moi je semble comprendre. C'est pour ça que je dis que je disais que j'entendais bien ce que dit le président du Sénat. Et c'est tant mieux puisque il va dans notre sens, où nous condamnons ces exécutions sommaires sans l'aide de la loi. Mais si Pierre Ngolo est conséquent avec lui-même, il sait qu'il a mis la faillite de l'éducation nationale. Denis Sassou Nguesso lui-même l'a reconnu qu'il avait eu la volonté de détruire l'école au Congo. Il a dit. Vous avez insisté énormément sur la jeunesse et certains vous reprochent, à tort ou à raison, vous nous direz, que dans la prospérité que connaît le Congo, la jeunesse congolaise, le système éducatif, les systèmes de santé, la satisfaction des besoins primaires sont abandonnés. Qu'est-ce que vous leur répondez, Monsieur le Président? Bon, je réponds simplement que dans la vie, il est toujours facile de détruire. Il est toujours facile de tout détruire et pas facile de reconstruire. Et l'éducation, la santé, est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. On a vu un certain Anatole Koliné Makosso, ministre de l'Enseignement, qui a mis dans sa poche une dotation de la Banque mondiale qui était pour la réhabilitation des écoles que le PCT avait détruit. On a vu la dernière élection d'un directeur de l'UNESCO. Mais l'UNESCO, c'est quoi? C'est la culture, c'est l'enseignement, c'est le savoir. Vous avez détruit le savoir au Congo pour avoir une autre culture, la culture d'exécution sommaire, la culture de viol, la culture de détournement de fonds. Et vous voulez que la société se porte bien. Et je peux même dire, vous savez, si Denis Sassou Nguesso n'avait pas permis à ses enfants de piller le trésor public, de détruire les entreprises, s'il n'a pas permis à Jean-Jacques Bouya et consorts de détourner autant d'argent, s'il n'y a pas eu la disparition de l'argent destiné aux générations futures, les 14 000 milliards. Il aurait pu construire des écoles, il aurait pu construire des entreprises, il aurait pu construire des centres de formation. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que ce que nous voyons là, ce qu'ils appellent les bébés noirs, les koulouna, c'est la conséquence de ne pas avoir construit ni l'école, ni les entreprises, ni les centres de formation. C'est donc l'échec direct de Denis Sassou Nguesso. Il ne faut pas la chercher ailleurs. Il ne faut pas la chercher ailleurs, cet échec-là. C'est lui. Mais peut-être aussi, ça a été un mal nécessaire. Parce que de ce mal-là, même si il y a des gens qui disent « Ah oui, mais Sassou,
c'est notre père, nous sommes capables, nous allons nous battre pour lui. C'est clair, c'est notre père. Il est là. Jusqu'à la fin. Vous marcherez sur nos corps. Mais ces gens-là oublient que la situation dans laquelle Denis Sassou Nguesso laisse le pays va les rattraper. C'est comme le général Serge Oboa. J'espère qu'il pense à ses enfants, même si ses enfants font la Java à Oyo là-bas. Parce que lui, il va subir les foudres de la justice. Donc c'est pour ça que lorsqu'on reçoit, et j'en profite pour dire que, comme je l'ai déjà dit, à Raymond Zéphirin Boulou, c'est lui le responsable de la sécurité. Donc, il y a eu une dérive. On l'a écarté, certainement parce qu'il n'a pas voulu faire le sale boulot. C'est tant mieux pour lui, parce qu'au moins, il a les mains propres, si je peux m'exprimer ainsi. Mais une chose est sûre, c'est que le pouvoir a été donné à Denis Sassou Nguesso par un fleuve de sang. Denis Sassou Nguesso a pris le pouvoir. Il a les clés du Congo. Donc, c'est à Denis Sassou Nguesso de régler ce problème qui se pose au Congo. Personne d'autre. Ce n'est ni Pierre Oba, ni Jean-Dominique Okemba, ni Tati Mabiala, ni Isidore Vouba. Le seul qui doit régler le problème du Congo aujourd'hui, c'est Denis Sassou Nguesso à qui la France a donné le pouvoir par des mécanismes que nous connaissons tous. Donc, il n'a pas à obéir à des tierces personnes qui lui empêchent de faire ce qu'il doit faire. Et ce qui est aussi Modeste curieux. Boukadia, est-ce que vous ne pensez pas, bon, certains, j'ai discuté avec certains amis qui me disent, mais est-ce que ce n'est pas une stratégie politique, comme qui dirait machiavélique, que Denis Sassou Nguesso a déroulé, c'est-à-dire, vous l'avez rappelé, hein, les bébés noirs, c'est une émanation de ce pouvoir, de ce régime, vous l'avez même rappelé, ce sont des enfants qu'on a utilisés, des jeunes qu'on a utilisés pour la prise du pouvoir par la force, dont le bain de sang, vous l'avez rappelé encore. Est-ce que ce n'était pas, ou ce n'est pas une simple stratégie politique, comme qui dirait, la stratégie de la violence, c'est-à-dire on crée le phénomène, bébés noirs, on les laisse proliférer, commettre, entretenir la terreur, et à un moment donné, puisque là on va maintenant vers les élections présidentielles, et on apparaît comme le pompier pour éteindre le feu et donner l'impression à la population que je suis là pour vous sauver, c'est-à-dire la stratégie du pompier pyromane, en sacrifiant bien sûr ces jeunes. C'est encore beaucoup plus grave que ça, Monsieur Perrin. Vous savez, ce qui s'est passé avec les disparus de Beach, c'est dans la même veine. La même veine. Donc, il a fallu éliminer un certain nombre de jeunes pour faire peur. Et là, il y a eu également, quand il y a eu l'histoire du stade marchand, quand les jeunes ont été sacrifiés, ça a été une stratégie. Et là aussi, c'est une stratégie qui a été mise en place. Tout comme tout ce qui s'est passé avec les 400 corps de Mayituku. Ils pensent que nous ne comprenons pas l'enjeu qui est là. Hein? Mais nous savons qu'ils ont beau faire ça, et le mieux qui le comprend très bien, c'est Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso sait que son fils ne peut pas le succéder. Alors j'attire l'attention de Pierre Oba, ce n'est pas la peine de sacrifier les jeunes. J'attire l'attention de Pierre Oba. Pardon, vous parlez du fils de Denis Sassou Nguesso qui ne peut pas le succéder alors que tout le monde en parle. Et plus loin, vous citez le nom de Pierre Oba. C'est quoi le lien dans tout ça? Écoutez, Pierre Oba a eu toujours... Vous savez, on peut dire que Denis Sassou Nguesso a été un accident
de prendre la présidence du Congo. Mais c'était le seul à avoir des liens. Pierre Oba a voulu toujours être président, mais il n'avait pas la capacité. Alors il se dit, si je mets le fils de Denis Sassou Nguesso à la place, je pourrais présider par procuration. Et pour qu'il puisse réussir, il faut, pardonnez-moi l'expression, nettoyer un certain nombre de jeunes pour qu'ils ne manifestent pas. Parce que les gens pensent qu'on ne comprend pas ce qui se passe derrière les... C'est la raison pour laquelle Pierre Oba, que je pensais que c'était un homme sage. Je pensais que c'était un homme sage. Parce que je le connaissais à travers Otombongo, qui était quelqu'un de bien. Mais je, je me suis rendu compte qu'il a voulu qu'on m'assassine en prison parce que j'étais un empêcheur de ne pas voir le fils de Denis Sassou Nguesso à la place de Denis Sassou Nguesso. Mais la République, ce n'est pas comme ça qu'elle fonctionne. Donc, je redis en toute responsabilité que c'est Denis Sassou Nguesso à qui on a donné les clés du Congo. Ce n'est ni à Pierre Oba, ni à Jean-Dominique Okemba, ni à Pascal Tatima Biala, et encore moins à Isidore Mvouba. Donc, il faut que ce pays retrouve sa dignité. Pardon, monsieur Modeste Foucault, vous venez d'évoquer un élément très important qui m'interpelle. C'est évidemment l'implication Pierre Oba, Denis Christel Sassou Nguesso, et ils ont même voulu finalement de votre mort en prison. Et voilà, tout à l'heure nous parlions de l'ex-commandant du groupement de répression du banditisme, le capitaine Morgan, comme ça qu'on l'appelait, les Congolais le reconnaissent, qui aujourd'hui est en liberté. Je posais la question de savoir comment est-ce qu'il a pu échapper ou s'évader de la prison, et la justice congolaise n'émet aucun mandat d'arrêt international. On comprend très bien que derrière, certainement qu'il a été sorti de la prison par ses parrains. Ça, voilà, ça ne peut pas souffrir de doute. Ici, je rappelle également, je crois qu'on avait déjà évoqué ça au cours d'une émission, c'était le communiqué du ministère de l'Intérieur qui informait les Congolais qu'ils avaient mis la main sur les auteurs de l'assassinat du frère d'Obambi et que ces derniers avaient avoué leur acte, leur crime, et parmi eux se trouvaient un ancien, je crois, élément de forces armées congolaises, déserteurs, c'est comme ça qu'ils l'ont présenté. Il y a parmi eux un autre qui s'est évadé de la prison de Madingu. La question qu'on posait la fois dernière, mais puisqu'il savait qu'il s'était évadé, pourquoi est-ce que l'administration carcérale n'avait jamais lancé un avis de recherche? Ici, on se retrouve avec le cas Morgan, qui est à Paris, qui circule, qui fait ses vidéos donc librement, il ne s'inquiète de rien. Est-ce comprendre que finalement, au Congo, les grands criminels, parce qu'ici on parle des grands criminels, hein, celui dont parlait le patron du ministère de l'Intérieur, c'est aussi un grand criminel pour avoir donné la mort, assassiné, je crois, un secrétaire, je crois, de la préfecture. Ici, nous avons Morgan. Tout le monde sait, quand on parle de Morgan au Congo-Brazzaville, le monde sait ce qui s'est passé. Il est libre, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, je posais la question de savoir, est-ce comprendre que finalement, au Congo, les grands bandits, les vrais koulounas, s'il faut les appeler comme ça, les gros bébés noirs, peuvent être arrêtés, présentés devant la justice, condamnés à des travaux forcés. 2 jours après, ils sont libres, avec la complicité, évidemment, du régime de Brazzaville. Cependant, les politiques, puisque nous avons encore des prisonniers politiques, je parle ici du général Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa, vous-même, vous avez eu
la vie sauve grâce à l'intervention de Washington. Donc, les prisonniers politiques ou les politiques peuvent périr, mourir en prison, mais les grands bandits, les criminels, les grands koulouna, eux, quand on a prononcé leur condamnation, 2 jours après, ils se retrouvent dehors. M. Perrin, je vous ai dit que les officiers, qu'ils soient supérieurs ou généraux du Congo, de ce qu'on appelle entre guillemets des forces armées congolaises, sont tous issus des forces démocratiques unies et des forces démocratiques patriotiques, c'est-à-dire FDU, FDP. Ces forces-là, ces militaires-là, n'ont jamais été dissous. Donc, ils obéissent à la logique d'un groupement paramilitaire qui n'obéissent pas à l'armée. Donc, les noms que vous donnez font partie de ceux qui font partie de FDU, FDP. Comment voulez-vous qu'on punisse, même si il y a le procureur de la République de Brazzaville là, qui fait son cinéma? Moi, je suis dehors parce qu'il y a un chef d'État qui a pris la décision que je sois dehors. Et on a vu aujourd'hui, il y a quelques jours, dimanche dernier, ce même chef d'État qui impose une nouvelle géopolitique mondiale a fait en Israël. Donc, je pense que ce qui manque aujourd'hui de par le monde, c'est des hommes d'État. Malheureusement, en ce qui concerne le Congo, je ne sais même pas si ceux qui font de la politique au Congo savent qu'ils sont des hommes politiques ou finalement des politiciens qui sont là pour euh, euh, leur quotidien. Aujourd'hui, vu l'état du pays, c'est pour ça que j'insiste, que la France a installé Denis Sassou Nguesso au pouvoir. C'est donc Denis Sassou Nguesso qui doit faire mettre fin aux exécutions sommaires de la jeunesse. Parce que ce n'est pas marqué sur le front de ces jeunes-là, Koulouna ou Bébé Noir. Parce que nous recevons aussi des rapports où des gens, des jeunes gens, qui ne font pas partie des Bébés Noirs, qui reviennent du travail, ont été abattus. Parfois menottés et abattus. C'est pour ça que je redis, et il y a une chose aussi, M. Perrin, je pensais que vous allez le souligner parce que je vous trouve très perspicace. Vous voyez, c'est arrivé quand? C'est arrivé, ces exécutions sommaires-là, c'est arrivé quand? Oui, à son retour. Où on lui a dit à son retour de New York. qu'il fallait enlever les mines antipersonnelles et anti-chars qui ont été disséminées un peu partout. C'est-à-dire d'enlever, de neutraliser tout cela. Et cela arrive aussi au moment où lui-même, Denis Sassou Nguesso, avait déclaré à ses ministres, et notamment à son premier ministre, Anatole Kouliné-Makosso, que votre maintien en tant que premier ministre dépend de l'élection du candidat Edouard Matoko au poste de directeur de l'UNESCO. Mais nous attendons que sa parole ait un sens. Hein, jusqu'à présent. Et curieusement, comme si c'était pour noyer ce qu'on lui avait dit à New York, l'échec de l'UNESCO, il lance une opération pour qu'on ne parle plus de tout ça. Moi, je crois que, je redis, il y a, vu la situation du Congo actuellement, où il a semé une terreur dans la population. C'est une terreur qu'il a semée. Qu'il faut trouver des solutions, et c'est une solution politique qu'il faut. Donc, ce n'est pas la peine de nous distraire avec les dialogues. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens, Modeste Bougadia. Je rappelle ici, pour ceux qui nous suivent, et les choses doivent être claires. Je répète, personne ne défend les bandits, les délinquants, les bébés noirs. C'est des criminels, c'est des bandits
qui sèment la terreur, qui tuent, qui découpent, permettez le terme, leurs victimes. Et donc, ils sont condamnables à la proportionnelle, je répète, des actes posés. Cependant, ils doivent être arrêtés, présentés devant la justice, comme l'a rappelé d'ailleurs le président du Sénat, Pierre Ngolo. La justice les jugera, les condamnera. Le Congo a ratifié l'abolition de la peine de mort. Donc rien ne peut expliquer qu'on continue à exécuter froidement des Congolais en pleine rue en plus, devant parents et familles. Mais personne ne défend les bébés noirs. On doit être clair là-dessus. Ce que nous disons n'est rien d'autre que l'application stricte de la loi. Je ne sais pas s'il y a des gens encore dans ce monde civilisé qui sont hostiles à la loi, et ça, je n'arrive pas à comprendre ça. Dès qu'on parle de la loi, ils ont des migraines. Ce qu'il faut comprendre, M. Perrin, aussi, ce que vous dites est parfaitement juste. Mais est-ce que ceux qui assassinent de manière cruelle des enfants comme ça pensent à ce que peuvent ressentir les parents? Hein? Même si leur enfant est un criminel, ils accepteraient qu'on les abatte comme ça? Hein? La souffrance des parents? Évidemment, ça c'est... Hein? Je crois que ça dénote même Imaginez un seul instant entre ceux qui soutiennent cette action-là. Si on abattait leur enfant comme ça, ils seraient contents. Mais les parents, même si les enfants sont des criminels, des voleurs qu'on abatte comme ça, ils sont d'accord qu'on les abatte comme ça? Et c'est là qu'il faut parler, M. Modeste Bougadia, de la punition collective. Parce que, et comment expliquer qu'après l'exécution sommaire massive, systématique des jeunes délinquants présumés, j'aime bien préciser cela, sans procès, puisque ça se passe sans procès, que la DGSP s'en prenne désormais aux motos et aux maisons d'habitation des familles de ces jeunes délinquants présumés. Je vais vous proposer quelques images et on revient sur le plateau pour le commentaire. Suivez. On a cassé les maisons. Regardez comment ça se passe ici à Mungali. Sur l'avenue Mayamaya, 2 parcelles, on a cassé. On a cassé 2 parcelles. Ah, monsieur. DGSP encore frappé. DGSP a frappé. C'est bon. Voilà la troisième de l'autre. Filmez. Ah mais non, c'est ça. Viens le mettre au feu. Alors, Modeste Bougadia, les motos et les maisons sont des biens économiques, tout le monde le sait, pour ceux qui ont fait économie ou tout politique doit le savoir. Et donc, la destruction du matériel aura forcément un impact négatif sur l'économie congolaise qui est déjà, il faut le dire comme ça, à l'agonie. Qui veut-on réellement punir dans ces opérations? Puisque les jeunes ont été abattus, les jeunes délinquants présumés abattus, pourquoi s'en prendre désormais au matériel, c'est-à-dire les motos, sous prétexte qu'ils utilisent les motos, les maisons des familles, et ces familles iront où? Est-ce qu'on veut aussi chasser les familles du Congo? Non, mais moi, je dis qu'on ajoute de la désolation à la désolation. Ça veut dire que cette opération menée par la DGSP cache autre chose.
C'est pour ça que dans, dans un de mes écrits, j'ai demandé que cette DGSP devrait être démantelée parce qu'elle n'a pas lieu d'être. De toutes les façons, la sécurité d'un chef d'État ne dépend pas d'une cellule paramilitaire. Ça dépend d'un organisme qui est de tiers par l'armée, de tiers par la gendarmerie, de tiers par la police. C'est ça ce qui se passe lorsqu'on veut défendre ceux qui gardent. Hein. Ou si on prend un pays que je connais aussi très bien, le Luxembourg, le grand-duc est gardé par la population. Pourquoi au Congo, ça soit peur d'être gardé par la population? Hein? Voilà. Même Non. dans ses déplacements, il n'aime pas voir la population à côté. Donc, avec ces images que l'on voit de désolation, je reviens à ce que je disais, on ne voit pas la souffrance, la détresse des parents. Non seulement ils ont vu leur enfant être abattu comme des chiens, et on vient détruire leur maison. Bon, pour les motos, semble-t-il, des informations que nous avons, semble-t-il que c'était des motos qu'on prenait chez les Ouest-Africains. Puis donc, ils faisaient leurs courses avec. Peut-être que ça peut expliquer ceci. Ceci peut expliquer cela. Mais pourquoi détruire les cabanes dont les parents ont eu du mal à construire alors que le gouvernement congolais ne fait rien pour l'habitat des Congolais? Pourquoi? On n'a jamais vu le gouvernement congolais construire des maisons pour les Congolais. Les Congolais sont obligés de se serrer, de se construire leur cabane. C'est pour ça que je dis que je reviens, que nous sommes dans une situation telle que c'est Denis Sassou Nguesso qui est le responsable de tout ça, parce que c'est à lui que la France a donné le pouvoir. Donc c'est à lui de régler toutes ces questions-là. Et parce par ricochet, la parce France que, aussi a une part de responsabilité dans tout ça. parce que, contrairement, j'espère que ce n'est pas un théâtre qu'il joue quand Denis Sassou Nguesso, par la voix de son premier ministre Anatole Koliné Makosso et par la voix de son porte-parole Thierry Mongala, traite la France d'ingrat. La France ne réagit pas, à moins qu'ils se disent traite-moi d'ingrat. Comme ça, on va dire que je ne te supporte pas. Ou, comme aujourd'hui, il y a des Congolais qui m'ont dit, mais Boukadia, il vit en Europe. Nous, on s'en fout avec l'Europe. Mais ces gens-là oublient qu'ils sont là avec l'argent de l'Europe. Non seulement ils insultent la France, mais ils sont en train d'insulter aujourd'hui l'Europe. Et comme vous le disiez, ils quittent, on les fait sortir de prison là-bas pour venir parader en Europe ici. Donc, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce que l'Europe qui condamne les exécutions sommaires, c'est-à-dire les exécutions extrajudiciaires, qui sont des crimes contre l'humanité, pourquoi accepte-t-il ceux qui commettent ces crimes-là ici? C'est la question qu'il faut se poser. Mais, je dis que, vous savez, en politique et en diplomatie, tout acte a un sens. Si l'Union européenne a fait remarquer à Denis Sassou Nguesso que dans sa constitution, la peine de mort était abolie. Si France 24 a montré qu'au Congo, on abat des jeunes en pleine rue, ce sont des actes diplomatiques qui ont un sens. Ça veut dire que nous suivons ce que vous faites. Et donc, moi, je propose, comme j'ai dit, il faut arrêter avec ces simulacres-là
Non, mais il y a du désordre, on ne peut plus aller aux élections ou je mets de l'ordre pour que mon papa à moi, c'est celui le vrai chef, c'est lui qui doit diriger le Congo. Sans lui, on va se battre jusqu'à la mort. C'est ce que les gens de Sassou disent. Hein. Ils veulent se battre jusqu'à la mort. Mais ils ne connaissent pas ce que c'est que la mort, ces gens-là. Oui, souvent Ça, ce sont des des grimaces, paroles. souvent ce sont des grimaces, ils seront les premiers à fuir. Ne vous en Donc, faites je dis pas. ceci, il est temps, je crois, et je le souhaite, que le Congo aille vers la transition politique structurelle apaisée, TOPESA, qui est véritablement la garantie de l'union nationale, qui est la garantie de la sécurité de tout le monde, qui est la garantie de la reconstruction du pays, qui est la garantie du vivre ensemble. Parce que, figurez-vous, M. Perrin, j'ai reçu un appel des compatriotes d'Oyo qui m'ont dit, mais venez nous expliquer TOPESA ce que ça veut dire. Parce que nous pensons que c'est ça la voie. Parce que nous, quand on n'a pas réussi, on nous dit, ah non, il ment. Non, pour moi, TOPESA, ce n'est pas que je mente. TOPESA, c'est la transition structurelle, politique apaisée, c'est-à-dire mettre en place l'union nationale. Pour nous, TOPESA, c'est la sécurité et la justice pour tous. TOPESA, c'est la reconstruction du pays. Et TOPESA, c'est pour qu'on ne parle plus de tribalisme au Congo. Donc, que ceux qui m'entendent traduisent ça en Bossi, en Koyo, en Makwa, en Vili, en Bembe, en Lari, tout ce que vous voulez. C'est ça, TOPESA. Ce n'est pas ce que les gens sont en train d'aller mentir aux populations locales là-bas. Merci Modeste Boukadia. On va terminer avec cette toute dernière question. Nous avons parlé tout à l'heure de la punition collective qui est un crime. Hein, en droit international ou en droit humanitaire, c'est un crime, la punition collective. On ne peut donc punir une personne pour les actes qu'elle n'a pas commis, tout le monde le sait, et la responsabilité pénale est individuelle. Alors, que peuvent faire les politiques congolais, les ONG pour, j'allais dire, venir en aide à ces familles qui se retrouvent dehors? Moi, je pense que, j'aurais dit, si je vais vers la justice, on va me dire que je suis en train d'instrumentaliser un débat. Donc, c'est pour ça que j'ai sollicité les juristes. Je l'ai toujours dit devant vous et dans les autres médias, moi, je ne suis pas juriste. Je ne connais pas les mécanismes de la justice. Je ne suis pas historien non plus. Bon, je sais comment. Moi, je suis habilité plus tard à écrire les lois. Donc, ça, c'est un travail de juriste, d'ester en justice. Tout ce qui se passe au Congo actuellement, jusqu'à la destruction des biens, de telle sorte que il y ait une décision, même si elle n'est pas prise aujourd'hui. Je sais que la justice prend souvent du temps pour apaiser les cœurs, de telle sorte que lorsque la justice viendra, elle va apporter de l'apaisement. Mais ce qui est important, pourquoi je tiens à la justice, que ce soit pour les disparus de Beach, ou que ce soit pour les 400 personnes de Mayituku, ou pour ceux du stade Il y a aussi Bachor. des charniers, hein, il y a des charniers dans le pool. Pourquoi je dis? Parce que les gens doivent faire le deuil. Tant que les gens n'ont pas vu le corps, on ne peut pas faire de deuil. Et le Congo ne doit pas faire l'économie de ne pas faire de deuil. Les Congolais, tous les Congolais, même ceux qui sont à Ikonongo, ils doivent faire aussi le deuil. Vous savez, bon, je pense que vous le savez, moi j'ai de la famille à Owando, à Bunji et à Makwa. Parce que j'ai des parents qui sont partis là-bas qui ont fait des enfants.
Ben, ce sont les miens. Donc ceux-là aussi doivent faire le deuil. C'est pour ça que la justice est indispensable, parce que c'est la justice qui permet de faire le deuil. Ce n'est pas euh, la décision politique qui permet de faire le deuil. La décision politique permet de sortir d'une situation. C'est ce que je développe depuis toujours, que j'ai développé de nouveau sur votre chaîne, où j'ai dit qu'en politique, il y a des compromis. Mais le compromis n'est pas la compromission. Quand on se marie, Denis Sassou Nguesso s'est marié avec Antoinette Sassou. Il a fait un compromis. Donc, il faut qu'il fasse un compromis politique. Mais si jamais il faisait ce compromis politique et qu'il aille jusqu'à son élection, son simulacre d'élection en mars 2026, c'est dans, je crois, 5 mois bientôt, nous sommes presque à la fin du mois octobre. Et si jamais lui, il allait jusqu'à son élection et puis se proclame comme d'habitude, il s'autoproclame, qu'adviendra-t-il? Vous allez capituler? Capituler sur quoi? Capituler sur quoi, monsieur? Ces résultats. Monsieur Perrin, capituler sur quoi? Moi, je dis ceci que je suis heureux déjà d'annoncer que Topessa est dans toutes les lèvres, dans toutes les bouches, dans tout le pays. Vous ne comprenez pas que la joie que j'ai eue quand des compatriotes d'Oyo m'ont dit, mais Topessa, c'est la voix. Ça veut dire que Oyo, c'est le fief de Denis Sassou Nguesso, oui. C'est la République de Sassou Nguesso, hein, Oyo. Hein? Donc, quand ils me disent c'est la voix, ça veut dire qu'il l'a entendu. Parce que c'est dans son village. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut être disponible dans toutes les éventualités, c'est ce que vous voulez dire. Toutes les éventualités. Comme je l'ai toujours dit, moi je suis disponible dès lors où on passe par le Quai d'Orsay ou par le département d'État. Mais une chose est sûre, si nous voulons nous en sortir, il faut passer par Topessa. Parce que c'est la garantie même de ceux qui ont semé l'insécurité au Congo. Parce que sans Topessa, je ne crains que lorsque le peuple va se lever, ça sera une catastrophe. Lorsque le peuple va se lever, ça sera une catastrophe, évidemment. Il y a un vent qui souffle depuis quelque temps. La génération Z, celle-là qui surveille tout à partir des réseaux sociaux. C'est une génération qui est en train de frapper. On a vu ce qui s'est passé au Népal. Après, c'est voilà Madagascar. Là, c'est le Maroc qui s'agite. On ne sait pas comment est-ce que la situation au niveau de la Côte d'Ivoire va se terminer. Ça s'agite un peu partout. Et donc, les gouvernements ou les régimes qui ne peuvent pas prendre cela en compte, dommage. Mais surtout, qu'ils ne disent pas qu'ils n'étaient pas prévenus. Merci, Monsieur Modeste Boukadia, d'avoir été avec nous et d'avoir encore partagé votre expérience à nos téléspectateurs. Ça a été un réel plaisir. Vous êtes président du Cercle des démocrates et républicains du Congo. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Comme d'habitude, cliquez, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Merci.